ici on a un obus. L'allumeur, alors attention, là faut faire très attention, à tout moment il peut péter en fait. Là ici, juste là. Un ardillon. Là on se trouve en plein dans le champ de mine. Salut à tous les amis. Alors là je me trouve dans le secteur fortifié de Maubeuge avec mon ami Simon. Salut tout le monde. Un grand passionné de la ligne Maginot. Il m'a appris énormément de choses à mes débuts. Et aujourd'hui il va nous faire découvrir la casemate de Crèvecoeur dans le secteur fortifié de Maubeuge. Alors là nous sommes... Bah vas-y Simon, je vais te laisser expliquer. Alors là ici on est sur le site de la casemate de Crèvecoeur. Donc là on est sur l'enceinte. Là, ce qu'on peut voir là derrière moi, c'est rien d'autre que des restes du fossé anti-char qui parcourait d'ouvrage en ouvrage. Et là, donc, on a une chance aujourd'hui, c'est que d'habitude toute cette zone-là est complètement inondée. Et ce qui nous permet de voir pas mal de vestiges ici. Donc là, si on regarde bien, on voit des blocs de béton ici. Là, ici, juste là. Un ardillon. Voilà. Et ouais. Faites très attention avec les ardillons, on en retrouve beaucoup aussi en forêt. Je vais descendre un peu. Donc ça, c'est des ardillons. C'est fait pour tuer et mutiler, alors faites attention, c'est toujours dangereux. Attention de pas tomber. Pas ici me planter, ce serait dommage. Là, ici, c'est pareil. On a encore des vestiges, là on a des plus gros. Ouais. Là, c'est on a encore, en fait, tous les réseaux queue de ici, cochon. Tous les réseaux sont encore en place. Comme celle-ci, regardez. Tout est encore en place. Là, on est en plein dans le fossé anti-char. Tout le long. Pareil ici. Ah ouais. Regardez, c'est en place. C'est là. Elle est prise dans les barbelés, mais regardez, il y a encore le support en fait. Voilà. Alors par contre, ici dans les fossés anti-char, ce qui serait pas impossible de retrouver ici, alors le modèle de mine anti-char qu'on avait sur le secteur, c'est des piquets oliviers. Donc explique-nous un peu ce que c'est, comment fonctionne un piquet olivier. Piquet olivier, c'est simple. On réutilise des obus périmés de la Première Guerre mondiale, surtout des obus de 120 et de 155, qui sont plantés dans le sol. Mis à peu près en surface, on a un allumeur de rupture composé de 2 bagues en cuivre qui est sur le dessus coiffé d'un piquet, un tube simple en métal. Ce qui va se passer, c'est que si un char venait à passer dessus, et en fait l'allumeur de rupture va se couper en deux, et là, explosion directe. Tous les secteurs, la défense autour des ouvrages, on va en retrouver énormément. Donc là ici, sachant que la zone n'a jamais été déminée depuis, n'a jamais été dépolluée. Donc le terrain n'a pas trop bougé depuis 1940. Et là ici, on a des restes de rails anti-char ici. Ah ouais. Là. Et ouais, les rails anti-char. Vous voyez, c'est sur des rails. Ah, et regardez, obus avec un... Voilà. Oh, c'est un piquet olivier. Alors ça c'est... Oh, je vais descendre. Ouais. Alors voilà. Justement ce que je parlais, là ici on a un obus. L'allumeur, alors attention, là il faut faire très attention parce que vous voyez, normalement on a une partie supérieure avec le tube. Ouais. La rupture a été faite. Donc là il est cassé l'allumeur. Oh, il est là. Oh la vache. Alors en fait ici on a le tube qui est encore là-dedans. Ouais. Ça a été cassé avec le temps, donc voilà ce que j'expliquais. Ça se cassait ici, là c'était explosion. À mon avis, s'il n'a pas pété, c'est parce qu'il y a encore la goupille dedans. Bon, bien sûr, ça ne pas toucher. Vous voyez, l'obus est énorme. Ça... Là c'est un 120. Un 122 banches périmé de la Première Guerre. Et voilà, donc voilà vraiment l'explication. Donc là on a l'allumeur pour le piquet olivier qui est là. Donc là surtout c'est... Alors ça, si vous tombez là-dessus, ne pas toucher. Là en fait, là il aurait pu... Là à tout moment il peut péter en fait. Eh ben, punaise. Bon, ok. Donc là, le rail a été complètement sectionné en deux. C'est ça. Et là il y en a un complet.
D'ailleurs, il faudrait peut-être prévenir le propriétaire parce que ça, c'est... Toutes ces munitions tuent chaque année, encore actuellement, faut le savoir. Bon, donc là, on se trouve en plein dans le champ de mine. Dans la partie défensive. Dans la partie défensive, pardon. Et là, on va arriver sur la casemate. La casemate de Crèvecoeur fait partie de la 104e compagnie d'équipage d'ouvrage, commandée par le lieutenant Herbeck. À partir du 20 mai 1940, la casemate entre en action. Le 22 mai, peu après la reddition de l'ouvrage de la Salmagne, ainsi que le fort de Boussois, et juste après la chute de la casemate de l'Épinette, les tirs vont se concentrer sur la casemate de Crèvecoeur. Des chars tentent de prendre d'assaut l'ouvrage, mais seront repoussés avec de lourdes pertes. C'est ainsi que l'artillerie allemande entre en action en se concentrant sur les ventilations, créneaux et cloches. L'entrée de la casemate sera éventrée par un obus de 210 mm PZGR. Le 23 mai à 10 h, les Allemands sont sur les dessus de l'ouvrage de Bercy et tombera par la suite. La casemate de Crèvecoeur tombe vers 11 h, le 23 mai 1940. Tiens, là, comparé à cette chambre de tir ici, là-bas on peut voir que la casquette est complètement défoncée. Elle a été martelée par les obus allemands. Ce qui nous permet aussi de voir en même temps la chronologie de la chute de la place forte de Maubeuge. Parce que les Allemands, en fait, au fur et à mesure, ils vont d'abord couler les casemates de Marpan, Boussois, la Salmagne, Bercy, Crèvecoeur sera la suivante, ainsi que le fort d'Essart. Le dernier à tenir, ce sera le fort d'Essart. Et ainsi qu'après le fort d'Essart, la casemate des Ronfontaines, qui va après et dans le prolongement pour aller au fort Levaux, donc qui a plus servi de cantonnement à l'artillerie. Donc c'est parti, on va rentrer dans la casemate. Donc là, l'entrée de l'ouvrage. Donc la porte qu'on peut voir ici, ce n'est pas la porte d'origine, c'est une porte allemande, parce que sachant que tous les ouvrages vers 42, ils vont être dépouillés de leur ferraille par l'occupant. Ils vont ensuite mettre des portes pour fermer, pour barrer l'accès tout simplement. Oui. Et on peut voir les dégâts de l'artillerie allemande sur... Et ça, ici, il y a un obus qui a percé de part en part. Les parties qu'on voit avec les pierres, ça c'est après-guerre. C'est après-guerre, ça a été bouché. Parce que sachant que les Allemands ils vont démonter toutes les cuirasses. Ouais. Ça c'est les pierres qu'on peut voir, c'est rien d'autre que des fois des déchets de la Porte de France qui ont été ramenés ici pour combler les... Tu m'en avais parlé ça. Oui, sur pas mal d'ouvrages. Et là, les impacts qu'on voit, c'est des impacts de 88 flaques à tir tendu. Il y a du 88 flaques, il y a eu du 210 PZGR aussi qui a été tiré. Ouais. C'est des obus anti-béton. Anti-béton, d'accord. Ici, ils vont se faire un malin plaisir sur pas mal d'ouvrages sur le secteur. Ouais. Donc là, on va rentrer. Très bien. Il faut s'imaginer que là, ici, il y avait la passerelle. De toute façon, hop, je suis dans l'alignement de la passerelle. Allons-y. Alors le plus beau il est là. Donc là. Ah, c'est magnifique. C'est beau ici. Et voici les fresques d'époque. C'est exceptionnel de voir ça. Exceptionnel. Donc là le régiment qui occupait cette casemate, donc le 87e RIF, pour régiment d'infanterie de forteresse. Magnifique.
Donc le secteur fortifié de Maubeuge est partagé entre deux régiments, entre le 84e, pour le sous-secteur tirage, et sur l'autre partie, le 87e. Merci de Donc là, cette précision. Voilà. Super. Donc là on est dans le sas d'entrée, on peut voir les fresques qui sont d'époque, là sont en état de conservation plus que magnifique. Et là on s'enfonce dans l'intérieur de la casemate. Donc là ici, là on a une partie avec l'étage inférieur qu'on va aller voir après, on peut commencer par ici. Ok, bah, je te suis. Donc là ici on est, ici c'est rien que le PC ici. Ok. On est sur ici on est sur le poste, sur le PC, on avait toutes les installations radio qui étaient ici. Là, voilà, comme on peut voir, il reste plus grand chose. Les blindages sont encore présents. Encore présent. Donc là on a ici tous les départs des câbles pour tout ce qui était réseau électrique et téléphonique. Mais ouvrage qui était complètement ferraillé comme la plupart des ouvrages sur le secteur. Ouais. L'entièreté des plafonds sont blindés, hein, vous voyez. Ah ouais. Et donc ça, c'est pour protéger les soldats de l'effet mécanique Dawkinson. En fait, ces blindages vont retenir tous les ménisques, tous les morceaux de béton qui vont se détacher à très grande vitesse à cause de l'impact des obus. Et ce type de projectile pouvait tuer un, même voire deux hommes d'un coup. Donc voilà pourquoi beaucoup d'ouvrages ont des blindages sur les murs. Et là, on y voit encore une belle fresque. Là, c'est pareil, on se situe aussi dans la partie poste de commandement, donc avec un genre de petite fenêtre ici. Alors j'ai pas plus de renseignements là-dessus. Là, c'est pareil, on peut voir, aujourd'hui il reste plus rien, tout a été découpé, ferraillé. Là, on avait l'emplacement ici d'un bureau, on peut voir. On a encore les accroches qui sont là. Donc là ici on va se retrouver, alors là on commence un peu en dans du sujet. Allez vas-y. Là on est, l'emplacement ici qui est complètement défoncé. Alors là on avait l'emplacement d'une caponnière en fait, pour un FM. Donc ici il faut s'imaginer qu'il y avait un créneau. Le créneau devait être ici. Alors pourquoi c'est éclaté comme ça? C'est simple, toujours pareil, l'histoire que les Allemands en 42 vont ferrailler les ouvrages. Donc là ici ça va être explosé au marteau-piqueur pour extraire complètement toute la cuirasse. C'est pour ça que normalement on a même censé avoir des plaques métalliques ici, elles y sont plus. C'est les entreprises françaises qui ont fait ça à l'époque sur l'ordre des Allemands bien sûr. Et là on a l'accès à la première cloche de GFM qui est complètement murée. Parce que en fait là comme ils ont démonté les tourelles, les puits sont restés béants et ça a été refermé après par l'armée. Donc ça sera vers les années, faut compter vers 1947-48. Et on continue. Alors là ici, on va rentrer dans la première chambre de tir. Là, il y a un peu de grabuge ici depuis que je suis venu. Donc là on a là ici le créneau FM qui défendait l'entrée de la casemate. Donc là on voit bien la portée de tir. On défendait carrément tout l'avant en fait. Donc avec toujours pareil des devises, là ici comme là, chacun sa place ici, à sa place je veux dire. Chacun sa place, oui. Au Laker. Là on a tous les râteliers pour tout ce qui était armes légères. Là ici, alors ça c'est là que ça va devenir intéressant parce que là on a un morceau de rail. Un morceau de rail qui venait jusque là-bas. Toujours pareil, l'emplacement ici, là c'est l'emplacement du 40-47 mm qui pouvait être effacé par un second jumelage. Là, un jumelage de mitrailleuse. Donc la particularité du canon 47, c'est qu'en fait tout était monté sur rail. Faut s'imaginer qu'on a un rail qui venait juste ici, qui était pris dans le béton. Si on voulait passer sur deux jumelages, on retirait les goupilles, on reculait le canon 47 à l'arrière. Le second jumelage était placé à peu près ici. Hop, on le réinstallait sur le créneau. Et là ici, jumelage fixe, pareil, en mitrailleuse rebelle aussi. Là, on a encore une caponnière de défense. Cette caponnière-là va aller défendre le flanquement de l'entrée en fait. Et là, c'est pareil, ce qui est toujours. Tout a été complètement démonté, fermé avec des pierres bleues en fait. De la pierre. Et là, ce qui est assez sympa, c'est qu'on a encore ici toute la cuirasse. Là, pareil, on part sur la deuxième chambre de tir. Donc là, même configuration, à part que là, bon, ça a bien été ferraillé, hein, la cuirasse
le blindage a totalement été retiré. Il n'y a plus rien, on voit bien les liens que c'était coupé. Ah ouais, en effet. Coupé au chalumeau. Hein. En effet, ouais. C'est coupé directement au chalumeau. Regardez ça, c'est impressionnant. On a encore de l'acier qui a fondu là. Ouais. Et là, même principe, hein, le canon 47 qui se trouvait ici. Et de l'autre côté, on va avoir pareil un jumelage de mitrailleuse rebelle. D'ailleurs, c'est dommage parce que cette pièce-là, il y avait encore des écrits ici. Ah oui, ils sont un peu effacés. Noyés sous le sable, très effacés. Alors tu vois Simon, ce qui me surprend, ce qui me surprend et ce qui ne me surprend pas en même temps, c'est qu'en général les canons de 47 mm sont situés au fond des chambres de tir pour pas, vu que le canon est super long. Mais là la configuration, le fait qu'il y ait un créneau pour défense rapprochée ici, ça explique pourquoi le canon 47 est en début de chambre de tir. C'est ça, pour permettre aussi la circulation personnelle. Là aussi pareil, c'est un truc on a exactement la même chose dans la chambre de tir. Alors ça, le reste qu'on avait ici. Ouais. On avait un atelier ici pour mettre les obus des cartouches de 47 mm. Ah oui. Voilà. Et là sur l'arrière, c'est beaucoup du stockage de caisses de munitions. Contrairement à Fort, ici on n'a pas vraiment d'atelier de chargement pour les chargeurs de Mac 31. D'accord. Donc là on va aller maintenant, alors ici il va falloir faire attention par contre, on va y voir une autre partie. Donc là on a l'accès à l'étage inférieur, qui n'est pas profond comme la plupart des forts qu'on peut citer. C'est vraiment particulier, ça n'a rien à voir avec... oui, bien sûr. Et là on est toujours le même type d'escalier en accordéon. Donc là, attention ici, alors ça c'est toujours pareil quand c'est des ouvrages. Toujours faire attention, exactement, je te laisse faire, Simon, vas-y. Voilà. Les rambardes, il n'y a plus de rambardes ici, donc là, vous arrivez ici dans le nord, faites pas attention, vous faites une chute ici. Il y en a assez, hein, vous êtes rectifié. Vous cassez, explosez le crâne. C'est ça, c'est... On est proche du nord pour remonter les munitions. C'est pour ça qu'il y avait ce type d'escalier, parce qu'il y avait un mont de charge en leur centre. Voilà. Et pareil, sont pas mal défoncés aussi. Alors là c'est parti, c'est assez impressionnant aussi d'ailleurs, ça ne paraît pas si grand que ça en fait. Donc là on a des emplacements de cuves à eau ici. Oui. Ça résonne comme le fort de Mousse, c'est ça. Et là toujours pareil, en dessous des cloches de GFM, on a toujours ces petits rangements là, parce que ça servent simplement de stockage de munitions, toujours. Donc là, on arrive là, c'est la salle des machines. Là, on a l'emplacement pour deux petits moteurs CLM. Donc les CLM pour Compagnie Lilloise des moteurs, fabrication locale bien sûr, pas régionale je veux dire. Là, on a les deux CLM qui étaient, leur mission c'était d'assurer la fourniture en électricité d'ouvrage. On a encore les passages ici. Les cuves à gasoil, normalement, alors peut-être que j'ai dit une bêtise, peut-être que là-bas c'était les cuves à gasoil qu'on avait là. Et là ici, le puits de la casemate. Parce que l'arrière, on a un conduit de ventilation, ça doit ramener sur le fossé diamant de la chambre de tir. Alors ça c'est pareil, c'est les cibles prédilection des Allemands. C'est ça, c'est d'ailleurs comme ça que la caserne de Crèvecoeur a été assiégée. Hein. Les Allemands se sont acharnés sur les ventilations et l'équipage a tenu au maximum de leur capacité et ont dû se rendre. Cette casemate-là, elle mériterait vraiment une mise en valeur. Elle mériterait vraiment d'être préservée, ça c'est clair, on est d'accord. Donc là on est sur la partie sanitaire, hein. Donc là les lavabos qui permettent aux soldats de faire en toilette tout simplement. Et voilà, c'est ici que l'équipage de l'ouvrage dormait, ou passait leur temps. L'emplacement des lits se trouvait ici. Ouais. Donc on va voir les crochets hein, de toute façon. Et là tout le long ici on a des tablettes. Il y a des rangements, encore des rangements. Là ça déficit de câble. Oh, oui, il reste, c'est une belle pièce qui reste là quand même. Voilà. Là, j'ai l'impression pour les filtres, la casemate, donc là, c'est déjà une piste d'air principale. D'accord. Donc là, on est dans la salle des filtres, ou alors appelée aussi la salle de neutralisation. Des gaz. Des gaz. Voilà. Ensuite,
t'as vu? Ah oui, là, comme je discutais avec Simon, il demandait ce que c'était, donc c'est un décrotoir, et on y voit qu'il y a une balle qui est passée dedans, donc ici on voit énormément d'impact. C'est vrai que cette fresque du 87e RIF, qui représente bien la devise de la ligne Maginot, on ne passe pas. Devise qui ont repris en mémoire aux soldats de la Première Guerre mondiale. Verdun. De Verdun, voilà. Ils ne passeront pas, on ne passe pas, et ils ne sont pas passés. Voilà, c'était la devise en leur honneur. Donc voilà, c'est une belle histoire la ligne Maginot. C'est une belle histoire. Donc on y voit bien. Là, c'est les dégâts. Le mur a été percé. Hein. Voilà. Et là, c'est pas du 88, hein, c'est du 200. Bon. Il y a eu du 210 et même du 305 PZGR. Hein. D'accord. Mais là, j'y ai plus du 210. Hein. Ouais. En fait, l'obus PZGR, c'est du briseur de béton. Hein. On a une pointe sur le haut de l'obus, c'est une pièce en elle-même. Ouais. Une pointe de choc assez costaud. À l'intérieur, bien sûr, une fusée de culot avec une charge d'explosif. En fait, ça perce. Le but de cet obus, c'est d'abord de perforer le béton pour ensuite éclater. De l'éclater. Les obus anti-béton. Donc il y a ici quelques. En fait, au début, quand ils sont sortis, ces obus-là, les prototypes ont été utilisés sur le secteur de Maubeuge, en fait. Ils n'étaient pas encore validés. Voilà. Parce qu'en fait, les Allemands, avant d'attaquer la ligne Maginot donc en France, ils se sont un peu fait la main sur la ligne tchécoslovaque qui était considérée comme la sœur jumelle de la ligne Maginot. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'ils savaient, et ils étaient au courant des points faibles des ouvrages en général. Et il y avait aussi de l'espionnage, comme au fort de Boussois, c'est décrit dans le livre Mon capitaine, la 102e ne répond plus. C'était bien décrit qu'il y avait de l'espionnage, il y avait des ouvriers allemands qui étaient là pour espionner les chantiers. C'est ça, il y en a qui sont même repartis avec les plans sur Berlin. Donc, voilà, on en apprend toujours. C'est quand même le seul problème, c'est d'avoir pris de la main-d'œuvre étrangère pour créer des installations militaires comme ceci. Voilà. Là, pour la ligne tchécoslovaque, c'est vrai, parce qu'en fait, il suffit d'aller visiter là-bas, on va retrouver exactement les mêmes constructions. En fait. Les mêmes types, c'est vrai, j'ai vu beaucoup de photos, oui, bien sûr. Mais on a les mêmes architectures, plus ou moins, on a les mêmes tourelles. Alors, par exemple, après, quand il y a eu l'annexation des Sudètes, là, c'était un parfait terrain d'entraînement pour l'armée allemande pour essayer pour attaquer la ligne Maginot. Et en fait, c'est comme on dit sur le secteur, c'est comme on entend toujours avec la ligne Maginot, oui, elle a servi à rien. Non, elle n'a pas servi à rien, de toute façon. Cette partie-là de la ligne Maginot, donc le secteur de Maubeuge, comme tous les autres secteurs là, du nord de la France, c'est pas des très gros ouvrages qu'on va retrouver ici. On n'a aucun ouvrage d'artillerie. Le seul ouvrage d'artillerie qu'on pouvait avoir, on est plus sur le secteur de Saint-Amand-les-Eaux, c'est le fort de Molde. Oui. Avec son emplacement de canon pour du 155 GPF, voilà. Mais ici, on n'a aucune, sur la place forte de Maubeuge, on n'a aucun ouvrage d'artillerie. De base, il y avait des projets. Le fort de Boussois devait faire 5 blocs, avec 2 blocs d'artillerie pour du 75 mm. Au final, ça sera 3 blocs. De toute façon, sur le secteur de Maubeuge, c'est l'ouvrage de Boussois qui est le plus impressionnant en fait. Parce qu'il y a 3 blocs, tous les autres ont 2 blocs. Mais après on dit oui, ça servait à rien, mais quand il suffit de constater les combats qu'il y a eu sur le secteur de Maubeuge, c'est là où ça a pété le plus, hein, de toute façon, parce qu'ils sont passés par ici. C'est ça, ils sont passés par ici, exactement. Et justement, le siège de Maubeuge a même servi aussi à une chose, c'est à la réussite aussi de l'opération Dynamo. Ça a retardé aussi l'armée allemande, donc ça a permis aussi... parce que ça a fixé bon nombre d'effectifs allemands, pour le savoir, parce que les Allemands ont eu énormément de mal à prendre, même si la bataille de France a été rapide, ils ont eu énormément de mal à venir à bout de certains ouvrages. De toute façon, le fort de Boussois était surnommé le monstre imprenable, c'était pas pour rien, hein. Ils ont reçu les honneurs. Celui-là, oui, ils ont eu les honneurs quand ils se sont rendus de toute façon. Là-dedans, fort de Boussois, ici sur une caselotte comme ici, on va être sur l'ordre de 30 hommes déjà. Oui, d'accord. Sachant qu'à Boussois, on est à 200 hommes. 200 hommes officiers compris. Donc ça fait déjà une sacrée sacré effectif, un sacré équipage. Quand on voit 30 hommes là-dedans, ça s'exhibe. Oui. Sachant que ça fonctionnait ici, on avait, c'est comme l'usine en fait, c'était en posté en fait. On n'appelle pas ça les 3 hits, on appelait ça à l'époque le veille, piqué, repos. D'accord.
Piqué repos. D'accord, je savais pas. Ah ouais, en fait, c'est à peu près comme les 3-8, mais en dénomination militaire de l'époque, c'est veille, piqué, repos, en fait. D'accord. C'est vrai que c'est une petite anecdote aussi là-dessus. Donc, on va retourner à l'extérieur de la casemate, vous présenter un petit peu les supports de projecteurs. Hein. On va aller un peu sur les hauteurs de la casemate. On va continuer un petit peu cette visite. Et Simon me réserve la visite de la casemate de l'Épinette, Ouais. qui est historiquement, c'est à voir. C'est à voir. Donc on voit à quel point ça a souffert. Les combats ont été extrêmement violents ici. Dans le secteur fortifié de Maubeuge, c'était la lutte pour les derniers ouvrages de la couronne de Maubeuge. Hein, donc là, c'est la cloche de GFM qui se trouve ici. cloche GFM ici. Là, et très on bien. voit c'était complètement Débouché. éclaté pour sortir sortir la cloche, hein, pour partir direction la fonte. Les cloches qui, bien sûr, toutes les cloches du secteur de Maubeuge, qui vont rester en gare de Gemont jusqu'à 1945. Elles partiront jamais en Allemagne. Autant d'efforts qui ont servi à rien. Ah, rien du tout.